Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours le jeudi, 22 décembre 2022 et je continue à boire mon thé et à digresser à partir de cet ouvrage. Hegel, l'histoire est un processus menant à la liberté. Et c'est juste apprendre à philosopher. Alors j'ai vu que c'était quelque chose qui avait été vendu par Le Monde, collection Philo Le Monde. Voilà, apprendre à philosopher, éthique, liberté, justice. Voilà. Donc, cet ouvrage. Et alors, pour me donner un peu d'énergie, uniquement pour ça, hein, je me suis fait, voilà, juste, hop, 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 vous avez pensé. Et donc, à l'intérieur de ces petites choses qui sont données avec le repas quotidien, enfin, pour la Noël, évidemment, il y en avait 3 et j'en ai mangé 2 aujourd'hui, maintenant. Là. Et donc, dans celui-ci, il y avait, avant c'était des blagues, et maintenant j'ai trouvé ça. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius. Et il n'est pas Confucius, il a raison, ça c'est clair. Déjà, alors, et c'est intéressant, je vais commencer déjà par parler de ça. L'humanité, un jour ou l'autre, et d'ailleurs elle aurait intérêt à se dépêcher à ça, d'offrir à chacun la capacité de choisir le travail pour lequel il est fait, pour lequel il est destiné, qu'il aime, parce que c'est intuitif. Si on laisse un enfant s'exprimer, s'il est c'est là où tout le système éducatif est à revoir. Le système éducatif parental et familial et voilà, cette organisation-là qui est autour. Mais surtout le système parental. Le chef d'État, les pouvoirs devraient mettre des moyens illimités à l'éducation des parents envers leurs enfants. Leur donner les moyens de pouvoir laisser l'enfant s'épanouir. Et comme nous sommes tous divers, comme nous sommes tous complètement différents et avec des potentiels vraiment particuliers, etc., celui qui va aimer travailler dehors, couper des arbres ou élaguer ou faire du jardinage, il ira directement là-dedans si personne l'ennuie, si personne lui pose des problèmes. Celui qui aimera travailler la ferraille ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, il trouvera un métier dans cette voie. Celui qui aimera rendre propre la ville, il travaillera peut-être avec à ramasser les poubelles. Celui qui voudra enseigner, il enseignera, etc., etc. On est tous dans cette chose-là. Et le gouvernement, l'humanité globalement, devra arriver à permettre à chaque être humain de vivre justement sans travailler, comme il est dit là. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius, voilà. Et c'est juste cette... les systèmes, l'État ont les moyens d'améliorer l'humanité. C'est qu'une question de prise de conscience. Maintenant, on doit élever la conscience de l'humanité au bien-être de chaque être humain, à la stupidité de la guerre, à l'évolution par la symbiose, etc., etc. On peut sortir du mécanisme de l'évolution par antagonisme, par violence, par destruction et reconstruction, etc., etc. C'est un moyen d'évoluer, mais ce n'est pas le meilleur.
et il n'est plus à la hauteur de la conscience qu'a atteint l'humanité aujourd'hui. Donc, je continue mes lectures et mes digressives. Alors, c'est sur la base de la mécanique universelle que les digressions que je fais, les commentaires. Cette base-là, c'est l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous allons vers la perfection de l'humanité. Nous construisons aujourd'hui, demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 2 siècles ou 3 siècles, peu importe. Il faudra tout un temps encore d'évolution, de travail sur l'humanité, mais on construit le paradis dans lequel les frères humains qui viendront après nous pourront vivre. Voilà. Donc, c'est la base de cette théorie. Alors, je reprends la lecture. Comme Adam Smith, avec sa célèbre main invisible, Hegel parle de la ruse de la raison. Et cette idée, la ruse de la raison, elle est extraordinaire. Elle est géniale. Quand j'ai découvert la mécanique universelle, peut-être 1 ou 2 ans après, je me suis mis à m'intéresser à lire de la philosophie. Et j'ai vu cette phrase, j'ai lu cette phrase. Et quand je l'ai lue, ça a éclairé encore de spot de terrain de football, la mécanique universelle. J'ai dit, mais bien sûr, c'est exactement ce qui est dit, mais c'est rassemblé dans une phrase extraordinaire, la ruse de la raison. La ruse de la raison, qu'est-ce que c'est beau. Pour expliquer comment des individus mus par leur ambition, tels César et Napoléon, ont fini par aiguillonner le progrès de façon inespérée, voire inconsciente, totalement inconsciente. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient réaliser. Et ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ont réalisé. Comme nous ne pouvons pas savoir ce que fait notre activité aujourd'hui, l'activité en l'an 2022, on ne peut pas savoir les répercussions qu'elle aura dans 100 ou dans 200 ans. Pas plus que au XVIIIe siècle, les gens qui travaillaient au progrès de l'époque pouvaient imaginer ce que deviendrait ce progrès dans la partie occidentale du monde aujourd'hui. C'était impossible pour eux de pouvoir imaginer qu'un jour on aurait Internet, des téléphones, la lumière, etc., etc. Donc, on construit de façon inconsciente globalement. La seule chose, c'est que maintenant, peut-être qu'avec la mécanique universelle, si on se projette vraiment à la fin, aux fins dernières de l'humanité, c'est-à-dire où nous allons, eh bien, on peut peut-être voir que nous allons vers cette fraternité universelle, vers la paix universelle, vers l'extase. Et là, c'est autre chose. On peut donc, à partir de là, évoluer consciemment. Donc, ne plus avoir besoin des violents, du genre Napoléon, César, Alexandre le Grand, etc., pour évoluer. On peut passer sur une évolution symbiotique, une évolution de partenaire, une évolution universelle, avec une conscience que nous travaillons tous à la cause de l'humanité. Voilà, qu'on n'est pas plus obligé d'y travailler de façon inconsciente et avec nos pulsions à travers la guerre, la détestation de l'autre, le racisme, voilà, ces formes négatives de l'évolution. Hegel insiste en outre sur le fait que les bons historiens sont des témoins récents, voire des participants conscients des faits qu'ils retracent. Je vais rajouter quand même que, évidemment, César, Napoléon, Alexandre le Grand,
Et voilà, ils sont des sortes d'icônes dans le truc. Mais chaque être humain qui passe sur cette terre travaille à l'évolution de cette humanité exactement de la même façon, on pourrait dire ontologiquement, que Jules César, Alexandre le Grand ou Napoléon. Parce qu'en fait, tout être humain qui arrive sur cette planète donne sa vie entière à l'évolution de l'humanité. En croyant travailler pour autre chose la plupart du temps. Travailler pour sa famille, pour son clan, pour son village, pour sa patrie, pour sa communauté spirituelle, religieuse. Et en fait, nous travaillons tous bénévolement, finalement, parce que le salaire ce qu'on retire de toute l'activité qu'on met dans cette humanité, on ne fait que ça, du matin au soir. On fait que travailler à cette humanité, quoi qu'il arrive. Et on le fait de façon altruiste, puisqu'on n'emporte rien avec nous. Lorsqu'on meurt, une fois qu'on a fait notre parcours sur cette planète, on meurt et on n'emporte rien avec nous. Voilà. Et même si on planque une montre, une Rolex dans son cercueil, eh ben, dans 200 ans, il y aura un mec qui viendra le piller comme ça a été fait à l'époque des Égyptiens. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire qu'on on est des altruistes et on ne le sait pas. Et on croit qu'on travaille pour des causes particulières, alors que pour soi-même, par égoïsme, alors qu'on travaille tous. Même notre égoïsme est voué à l'évolution de l'humanité. Bon, je continue. Le terme histoire, alors, non, c'est pas ça. Les bons historiens, d'accord, sont des témoins récents, voire des participants conscients des faits qu'ils retracent. Ils donnent justement l'exemple de César, auteur de l'histoire de ses propres victoires. Le terme « histoire » possède en effet une double signification en allemand, aussi bien qu'en français. Il renvoie à la fois à l'étude et au récit des événements passés. Les réflexions de Hegel sont plus réalistes que celles de bon nombre de ses contemporains, mais leur crudité frôle le cynisme lorsqu'il reconnaît donc ouvrez les guillemets, qu'une grande figure écrase nécessairement maintes fleurs innocentes sur son chemin. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui c'est reprochable. Bien sûr qu'à l'époque, c'était reprochable évidemment, mais il était devant une fatalité. La guerre était toujours là, la violence était là, les choses ne pouvaient pas évoluer autrement que par la violence. On l'a reproché plus tard à Sartre de penser que le communisme ne pouvait pas aller vers son ultime perfection sans casser des œufs, c'est-à-dire des êtres humains. Et tout ça, maintenant, on voit à quel point c'est plus supportable. Et ça le sera de moins en moins jusqu'au moment où, eh bien, on ne laissera personne casser des œufs pour maltraiter des êtres humains présents pour une destination future, pour quelque chose de futur. Donc c'est là où il suffit de penser à ça. C'est très important de penser à la finalité de l'humanité. Mais ça doit se faire sans maltraiter un seul être humain pour cette cause-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Après, on n'a pas encore atteint la perfection, puisqu'aujourd'hui, voilà, des êtres humains là ont déclaré la guerre et sont en train de mettre la planète en danger. Mais bon, on est encore soumis à ces états d'esprit archaïques. Ils sont encore présents dans l'humanité. Et ils seront encore présents sans doute encore quelque temps. Mais progressivement, par leurs abus, par leur absurdité, maintenant on se rend compte à quel point c'est absurde, même s'ils ont réussi à nous faire croire que c'est intelligent grâce aux médias qu'ils dominent. Ils ont réussi à
à nous faire croire qu'on doit adhérer à leur stupidité. Mais c'est totalement de la construction, c'est de la manipulation. Et la manipulation du peuple, dans 30 ans ou 40 ans, elle sera totalement punie. Les gens qui manipuleront le peuple iront en prison, comme Weinstein va en prison pour... Harvey Weinstein va en prison pour des faits que 50 ans avant ou 30 ans avant étaient tolérés. Là, aujourd'hui, on tolère l'abus du peuple par les médias interposés, la manipulation du peuple par médias interposés. Dans 30 ans, ça sera interdit. Une loi sera tombée contre ça, dans 30 ou dans 40 ou 50 ans, peu importe. Donc, ils sont immoraux aujourd'hui, ils ne sont pas illégaux, ces gens qui nous font croire que la guerre est juste et que c'est bien, enfin, tout ce qu'ils ont réussi à faire, là, c'est quelques individus en tenant les médias. C'est pourquoi les médias doivent être absolument libres. Voilà, tant que les médias ne seront pas libres, tant qu'ils appartiendront à ces gens-là, tant qu'ils auront une connivence avec ces dominants qui peuvent décider ce qu'ils veulent, au détriment des peuples, eh bien, l'humanité ne sera pas tranquille. Ça veut dire qu'on doit encore passer par ces mécanismes-là. Mais voilà, la prise de conscience est la première base de cette évolution. Il faut commencer à prendre conscience de ça. Donc, les réflexions de Hegel sont plus réalistes que celles de bon nombre de ses contemporains, mais leur crudité frôle le cynisme lorsqu'il reconnaît qu'une grande figure écrase nécessairement maintes fleurs innocentes sur son chemin. Il demande en fait à ses lecteurs de se placer dans la perspective adéquate, la seule façon d'éviter le moralisme autant que le pessimisme, deux approches que pourrait provoquer la vision de tant d'horreur et de conflits sanglants. Seule cette attitude lucide et froide peut leur permettre de reconnaître les progrès de la liberté. N'oublions pas en effet que c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour Hegel, l'esprit a toujours été synonyme de liberté, au niveau individuel aussi bien que collectif ou absolu, comme on peut le lire dans l'encyclopédie. La nature est le domaine de la nécessité et l'esprit celui de la liberté. Pour revenir à cette petite phrase qu'une grande figure écrase nécessairement maintes fleurs innocentes, on peut ainsi comprendre que la finalité de l'humanité dont je parle, sur la mécanique universelle, se rapprochera beaucoup plus du jaïnisme, de ceux qui balayent devant eux pour ne pas écraser justement ni une fleur, ni un moustique, ni etc., etc. Donc l'humanité va vers cet état-là, vers ce type de spiritualité, à mon sens. Alors après, je ne sais pas comment ça peut se jouer, mais on va plutôt vers ça, plutôt que un déferlement de grands hommes qui vont mettre le chaos sur toute l'humanité, évidemment. Donc je continue. On pourrait alors objecter que les niveaux de liberté atteints au cours de l'histoire ne sont pas toujours les plus élevés ou qu'ils sont inégaux d'un peuple à l'autre. Pour éviter cette critique, Hegel apporte une nuance importante. Le cours de l'histoire ne laisse pas observer le progrès systématique de la liberté, mais plutôt le progrès de la conscience de la liberté. Cette thèse devient dès lors compatible avec le constat selon lequel l'histoire universelle n'est pas le lieu de la félicité. C'est vrai. Et il n'avait pas les moyens à cette époque-là de pouvoir dire que le progrès de la liberté, on ne peut pas le mesurer à l'échelle d'un groupe qui compose l'humanité, d'un des groupes, parce que c'est fluctuant. La liberté,
voilà, en Argentine, ils ont eu la liberté, puis d'un seul coup, un dictateur arrive, la liberté disparaît pendant un siècle presque. En Espagne, la même chose, etc. Et puis ça revient, la liberté, et l'excès de liberté, et puis moins de liberté, et puis etc. Ça fluctue dans chaque groupe humain, dans chaque système. Ce qui évolue, c'est l'humanité, c'est le degré de liberté dans l'ensemble de l'humanité, parce que c'est le grand corps de l'humanité, qu'on pourrait dire le grand corps malade de l'humanité, hein, qui est plein de pathologies, dans cette transformation entre un primate naturel et un humain abouti que nous deviendrons dans quelques siècles encore. Dans la période intermédiaire, nous sommes chargés de pathologies parce qu'il faut déconstruire, pour rendre hommage à une femme bien maltraitée en ce moment-là, justement, et qui dit des choses très très sensées. Mais sur la mécanique universelle, je ne parlais pas de déconstruction, mais de décompression. Il faut en fait, dans cette chrysalide, nous étions des singes naturels, et donc il n'y avait pas de loi qui nous interdisait, qui nous mettait en prison si on allait voler le fruit qu'avait un subalterne. On pouvait lui arracher des mains sans que personne trouve à redire. Et tout ça, dans l'humanité, ça a été progressivement interdit. Le fait d'abuser, etc., de ses congénères, le fait de dominer le groupe, tout ça, tous ces mécanismes-là, il y a des lois qui frustrent les passions, les pulsions dont parle Hegel. Et donc, ces lois, et ça, il ne pouvait peut-être pas le voir, parce que à l'époque, je ne pense pas qu'il y ait eu Darwin déjà. C'est aussi Darwin, il a éclairé complètement la possibilité du chemin de l'humanité. Le fait de pouvoir justement dire nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti. C'est la mécanique universelle pouvait exprimer ça. Mais à l'époque de Hegel, ce n'était pas possible. Donc il manquait quelque chose à Hegel pour comprendre complètement la logique de sa philosophie, en somme. Et donc, voilà, en somme, hein, n'est-ce pas? Je vais arrêter là pour cette vidéo. Et puis, je vais aller à la bibliothèque. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Merci.